Cher Esprit Libre, bonjour à tous. Toujours dans ma rubrique « Un bien peut cacher un mal », connaissez-vous l'EGE, l'école de guerre économique? Vous le trouvez sur Internet, c'est une école. Et quand vous allez découvrir, si je puis dire, leur présentation, voilà ce que ça donne. Ça commence par apprendre à penser autrement. Alors là, vous dites, c'est génial, apprendre à penser autrement le monde d'après, par exemple. Apprendre à penser autrement vers la sagesse. Apprendre à penser les valeurs universelles du cœur. Vous voyez, apprendre à penser autrement. Vous vous attendez? Eh bien, la suite donne ceci. Les entreprises évoluent dans un monde en crise. Alors déjà, l'idée de paix économique n'existe pas. La crise est la normalité du monde commercial, du monde financier, du monde du travail. Je poursuis la citation. Donc les entreprises évoluent dans un monde en crise où la problématique du développement est indissociable de la notion de confrontation. Alors là, on attaque le champ lexical de la guerre. Eh bien, dans une vidéo plus tard, où je traite de la relation humaine universelle, j'explique très brièvement qu'il y a deux types de relations, la positive et la négative, la bonne et la néfaste à la vie. La bonne, c'est le don et l'accueil réciproque, je m'en expliquerai, et la mauvaise, c'est quoi? C'est je m'impose, j'impose, et en face, évidemment, autrui va également s'imposer et s'opposer. Eh bien, c'est ça la confrontation. Donc, vous voyez, la problématique du développement est indispensable de la notion de confrontation. Et je poursuis. Cette dualité oblige les entreprises à rechercher de nouvelles formes de compétences. Ah, alors là, on change de champ lexical. Compétence, c'est positif. Mais, me semble-t-il, il faut le traduire plutôt par des formes d'agressivité commerciale, puisque nous sommes dans la confrontation. Et enfin, c'est la raison d'être de l'école de guerre économique depuis sa création en 1997. Alors on est 5 ans après Maastricht. Hein. On est entré dans le néolibéralisme. Donc, voyez-vous, pour moi, ceci est un autre type d'exemple d'un monde en chute dans le registre de l'éducation, où l'appropriation illégitime, comme d'habitude, cette fois-ci réside dans l'idée que l'appropriation consiste à désapproprier autrui. Car c'est ça la confrontation. Je vais prendre une part du marché d'autrui. Au lieu d'essayer de faire du commerce où tout le monde est gagnant et gagnant dans un esprit d'équité, on va chercher à détruire le concurrent. Et donc, cette idée que l'appropriation consiste à désapproprier autrui est couplée à l'idéologie mensongère de la guerre économique par toutes les techniques finalement de manipulation. Et c'est ce qui fonde la méthodologie de l'idéologie néolibérale. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, lesquels expriment le caractère vicieux, au sens de non vertueux, de notre monde économique. Et surtout financier d'ailleurs. C'est du reste sur ce fondement idéologique que l'éducation devient peu à peu une marchandisation. Vous voyez, en écho au marché du travail, l'éducation devient une marchandisation et non un lieu où l'on apprend à écrire, à compter, à penser notamment les vertus, les valeurs universelles du cœur. Et je pose la question, mais à quand une école de l'amour? Car au fond, c'est quand même l'amour et la raison principale de la vie humaine. Et au lieu de ça, on a une école de l'égoïsme.
Voilà ce qu'on nous apprend. Il me semble que ce serait quand même bien qu'à un moment donné, nous puissions réfléchir à apprendre ce qu'est aimer, mais dans son sens le plus universel, et c'est-à-dire dans l'ensemble de toutes les relations humaines. Alors, un autre exemple d'un bien qui peut en cacher un mal, selon lacroix.com économie, en ligne, en date du 10 juillet 2019, c'est pas vieux. La ministre Florence Parly révèle que l'armement pèse 13% des emplois industriels et fait travailler chaque jour 200 000 personnes de manière directe et indirecte. Outre les grands groupes Dassault, Safran, Thales, le secteur revendique 4 000 PME sur le territoire. Les commandes annuelles oscillent entre 9 et 16 milliards d'euros. De même, il faut savoir que l'intervention des pouvoirs publics est très importante dans ce domaine. Un tiers du crédit impôt recherche est consommé par les industries de défense. De plus, l'État français apporte une assurance, une garantie en cas d'incapacité pour une entreprise de finalement livrer au client un armement produit. La moitié des ventes d'armes à l'étranger sont réalisées avec des clients du Proche et du Moyen-Orient. Face à la guerre contre le Yémen, de nombreuses ONG internationales dénoncent régulièrement les ventes d'armes françaises engagées dans une guerre qui a fait au moins 10 000 morts depuis 2015 et poussé des millions de Yéménites au bord de la famine. C'est un exemple. Claude Serfati, un économiste, et toujours selon la même source lacroix.com, a écrit « 2 économistes américains ont montré dans une étude qu'$1 investi dans le militaire crée moins d'emplois qu'$1 dans l'éducation, la santé ou l'environnement. » C'est quand même bon à savoir. En un mot, la fabrication d'armes est l'une des rares industries importantes qui nous restent, puisque selon la même source, elle représente 77% de nos exportations. 77% de nos exportations. C'est l'industrie d'armement. Souvent, Michel Onfray, sur les plateaux de télévision, dénonce le va-t-en-guerre d'une politique occidentale qui a occasionné entre 5 et 6 millions de morts chez les musulmans. Comment s'étonner des réponses terroristes sur le sol français? C'est la question qu'il pose. Et effectivement, vous voyez, un bien, comment il cache un mal? Et puis le retour de bâton. Donc mes questions sont toujours les mêmes. Est-ce un bien pour qui? À qui profite le crime? Pas au peuple français, ni au peuple yéménite, ni à tous les peuples, mais plutôt aux multinationales qui profitent de ces guerres, dans l'ombre des gouvernements, pour piller les sous-sols des pays en question. Voilà donc un autre exemple d'un monde en chute, et montre à quel point nous sommes passibles de mort, souvenez-vous, au sens biblique du terme. Inutile d'insister, là encore, sur le schéma traditionnel de la chute. Appropriation illégitime, cette fois-ci des sous-sols et des richesses naturelles, des pays non occidentaux, des pays où l'on va faire la guerre, couplé bien sûr toujours à une idéologie mensongère, comme par exemple le dossier mensonger donc contre l'Irak, sur un programme de fabrication d'armes de destruction massive qui avait été défendu par Colin Powell le 5 février 2003 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous vous souvenez que et les Français et les Allemands n'étaient pas d'accord d'ailleurs par ce va-t-en-guerre. Bon, voilà mes 2 exemples qui, vous l'avez compris, sont en relation avec la question du travail, puisque c'est ce que nous allons voir, c'est la problématique du travail dans son organisation. J'ai donc pris ces exemples en vue de montrer une proximité entre l'idéologie néolibérale à l'extérieur de l'Occident, envers le reste de la planète, et la même idéologie néolibérale à l'intérieur, face au monde du travail. Dans les 2 cas, en effet, elle conduit à la guerre physique, économique et parfois même civile, comme par exemple dans les zones de non-droit en France, ou encore les violences policières contre les gilets jaunes. En un mot, ce que je veux vous montrer, c'est que l'égoïsme conduit à la violence, sous toutes ses formes, ce qui n'est pas une nouveauté.
Et c'est pourquoi ma ligne directrice consistait à commencer par dénoncer le mensonge du péché originel par l'Église. L'homme n'est pas égoïste suite au péché originel, il est même altruiste par nature. C'est du moins la thèse que je vous ai proposée. Avec l'avènement des Lumières, le même mensonge se recomposait en une formule cette fois-ci religieuse. L'homme serait égoïste par nature. Au tournant du darwinisme, sortant tout frais de la nature, l'homme devint prédateur égoïste, justifiant les pires exactions contre la majorité des humains. Puis, dans un second élan, je vous ai proposé une autre vision de la nature, sa sublime loi naturelle de coopération, dénonçant le même mensonge toujours, avec le même objectif, le dépouillement des majorités au profit d'une minorité, laquelle se recompose de manière similaire de siècle en siècle. À partir de ce constat, j'oppose à la thèse libérale du chacun pour soi, de laquelle découlerait cette supposée loi d'exploitation naturelle de tous contre tous, c'est-à-dire donc ce libre arbitre illimité, la libre concurrence illimitée au sein du monde du travail. Face à cette thèse libérale, je vous propose ma thèse, la hiérarchie bienveillante, naturelle, issue de la loi de coopération. La question clé, c'est la notion de hiérarchie. Observons à nouveau le réel, comme d'habitude. Quelles ont été les premières formes de travail? L'esclavage? A priori, ça a commencé au temps des pharaons, peut-être même avant, et ça s'est poursuivi. Le servage, au profit des nobles et du clergé, puis les peuples colonisés. Il faudra attendre le 19e siècle pour trouver une petite rémunération, certes le minimum pour survivre, mais surtout pour ne jamais pouvoir épargner, s'enrichir, étudier et de surcroît prendre le temps de penser à se révolter. En contrepartie, le libéralisme conçoit de manière similaire au marché financier la marchandisation de la force du travail humain, ce qu'on appelle le marché du travail. Et là, je fais une petite pause. Le marché du travail. La conception du marché du travail est sans doute, du moins à mon sens, l'idée la plus abjecte, infâme, déshonorante contre les peuples, contre l'homme lui-même. Cela revenait à lui retirer toute sa dignité. L'esclave, le serf d'hier, devient une marchandise comme une autre, toujours et encore au profit des propriétaires. Aujourd'hui, nous évoquons l'idée de marché du travail comme une chose naturelle. C'est là où je fais une petite pause, voyez-vous, parce que, en réalité, c'est une monstruosité contre nature. Rien que l'idée de marché du travail, c'est vraiment faire de l'homme une pure marchandisation, une pure marchandise, corps et âme, dévouée aux propriétaires, à la finance, à ce capitalisme sauvage, à ce capitalisme cannibale. Et donc, toujours selon mon obsession à propos du message de la chute, voilà encore un exemple emblématique où l'appropriation illégitime, se traduisant par l'acquisition de la force du travail sous la contrainte, on parle bien du monde ouvrier, du monde employé, même les cadres aujourd'hui. Bon, donc cette appropriation illégitime de la force du travail, qui se traduit aujourd'hui par l'ubérisation, est couplée par la même idéologie mensongère du néolibéralisme, consistant cette fois-ci à déclarer naturel ce qui n'est qu'indignité et contre nature. C'est ça, je voudrais... Aujourd'hui, on parle du marché du travail comme si c'était une chose complètement naturelle, quoi. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une monstruosité contre nature. De nos jours, l'ouvrier, l'employé, le cadre moyen et même nombre de diplômés supérieurs doivent se vendre à bas coût pour exercer un métier. Où est, je pose la question, où est l'idée du droit au travail? Il n'y en a plus. Le droit au travail, dans les faits, il est toujours sur le plan juridique,
même au niveau constitutionnel, même au niveau des droits de l'homme. Mais dans les faits, il n'y en a plus. Je reprends le cours historique, il faudra attendre la lutte pacifique d'ailleurs, il faut le signaler, du Front populaire en 1936 pour que le libéralisme admette des congés payés. On est quand même au XXe siècle. On s'est quand même tapé plusieurs millénaires où le travail a été contraint et forcé, et sans être payé, et sans règles. Donc là encore, je signale Thomas Piketty, qui a poussé son enquête jusqu'à montrer le lien causal entre l'esclavage, le servage, le colonialisme, donc toutes les formes de travail qui ont existé, avec l'enrichissement des possédants européens aux proportions incommensurables. Comme se souvenir, on a vu ça avec la propriété, c'est quand même ce marché du travail qui était à l'époque gratuit. Souvenez-vous qu'on a indemnisé les propriétaires des esclaves. Souvenez-vous l'exemple de Haïti. Et donc, cet lien causal entre le travail et l'appropriation illimitée est clair, voyez. Et donc, c'est ce que je voulais montrer, qu'il y a ce lien causal entre l'organisation du travail sur fond d'égoïsme et l'appropriation illégitime de la force du travail par la classe des propriétaires. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui l'organisent et qui en tirent les profits. Plus tard, on arrive au XXe siècle, et là, des luttes ouvrières, d'abord les deux guerres et des luttes ouvrières, ont finalement posé des limites aux conditions de travail souvent pénibles. Mais en réponse, toujours sur le même registre idéologique mensonger, dans les années 80, l'être humain fut pensé comme un consommateur aliéné et un individu économique. Pourquoi aliéné? De degré en degré, on peut observer la déshumanisation du citoyen, du zone politikon, en un consommateur, avec une baisse régulière du pouvoir d'achat. Là, je renvoie à Emmanuel Todd dans son dernier livre, La lutte des classes au XXIe siècle, où vraiment il montre à quel point il y a une réelle baisse du pouvoir d'achat depuis une trentaine d'années, contrairement à ce qu'avance l'INSEE. C'est ce qu'il démontre dans son livre. Et donc, vous voyez, on est devenu... voilà, on est sur le marché du travail, mais on est en même temps des consommateurs aliénés. Pourquoi je dis ça et pourquoi ça marche? C'est Jean Ziegler qui répond, c'est l'aliénation dans la consommation qui pose le problème. Alors, le mot latin alieno signifie transporter son droit de propriété à un autre, et ce, avec l'idée d'une contrainte. Il y a aussi être aliéné signifie perdre l'esprit. Lorsqu'une personne a perdu l'esprit, il y a transport de sa volonté. Vous voyez, consommateur aliéné. Nous avons tous compris que le marketing a pour but de nous conditionner, c'est-à-dire de nous aliéner à consommer tout et n'importe quoi, même ce qui nous semble inutile. Nous entendons, sans nous révolter, ce même refrain néolibéral depuis 40 ans, tout en constatant la nette dégradation de notre situation financière d'année en année. Pire encore, nos candidats aux élections nous murmurent la même petite musique mensongère à chaque fois, et nous les écoutons docilement, alors que nous savons pertinemment qu'une fois élus, rien ne sera fait comme promis. Voyez ce caractère aliéné, voilà, et on est là, on subit. En résumé, par notre consommation aliénée, nous anesthésions nos esprits et transportons à l'encontre de notre intelligence notre argent dans la poche de la grande distribution, par exemple. À l'inverse, résister consisterait par exemple à consommer dans le cadre de circuits courts, du producteur local au consommateur, ce qui n'est pas chose simple lorsque l'on réside dans les grandes villes, par exemple. Nous allons devoir, me semble-t-il, apprendre, et c'est déjà dans l'air du temps, apprendre à consommer local. Alors, que signifie maintenant l'individu économique? Vous avez vu le caractère d'aliénation.
dans notre manière de vivre. Et maintenant, le côté individu économique, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, chaque travailleur salarié est désormais considéré comme une entreprise unipersonnelle qui doit s'accommoder avec la jungle de la libre concurrence illimitée. C'est là où je veux en venir. Voyez-vous, on a nos 3 piliers. Dans les 3 piliers, la propriété, l'argent et le monde du travail, la libre concurrence du marché du travail, qui est une monstruosité contre nature, est également dans le registre de l'illimité. À chacun selon nos mérites, disent-ils. Et toujours selon la thèse de l'idée de sélection naturelle dévoyée, c'est pour ça que je vous ai fait passer par la nature au chapitre d'avant, pour en faire une libre concurrence sauvage, à l'instar de la supposée sauvagerie au sein de la nature. Et c'est ainsi que le Code du travail, qui avait été gagné peu à peu par des luttes ouvrières, ce Code du travail fut depuis 30-40 ans détricoté, les retraites refondues en capitalisation, sans cours, et les salaires une variable ajustable au profit des actionnaires. Et comme c'est jamais suffisant, les multinationales sans foi ni loi délocalisent là où les enfants et les très pauvres sont encore surexploités et surexploitables. Résultat, la France a perdu ses industries. Alors aujourd'hui, on s'en est rendu compte grâce au Covid-19, mais nous le savions avant. Alors en réponse, comment organiser le travail? Alors j'ai laissé volontairement de côté toutes les idées en vogue du salaire à vie, par exemple, comme le préconise Bernard Friot, ou le salaire universel aussi, qu'on a vu aux dernières élections, dont certains malveillants répondent qu'il existe déjà avec le RSA. Bon, allez, soyons sérieux, un vrai salaire universel, c'est 2 000 € par mois, en valeur d'aujourd'hui. D'autres pensent aussi que la notion de travail va disparaître, remplacée par les robots, dans 10, 20, 30 ans. Je laisse toutes ces questions, d'ailleurs aux personnes bien plus compétentes, et ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'est d'aller à la racine du problème, c'est-à-dire la racine du principe organisateur en lui-même, le principe organisateur en soi. Donc mon angle d'attaque consiste donc à penser le principe permettant d'organiser le travail de telle sorte qu'il produise de la vie et par suite préserve la santé. Voilà. C'est ça, me semble-t-il, le cœur de la question dans l'organisation du travail. Et donc, si je vous ai fait voyager au cœur de la nature, c'est pour en extraire le principe fondamental, c'est-à-dire cette magnifique loi naturelle de coopération, qui est assortie, souvenez-vous, à sa structure hiérarchisée. La coopération ne peut se faire qu'au sein de hiérarchies. Si toute la nature est hiérarchisée, alors la vie sociale humaine devrait l'être également, et elle l'est d'ailleurs de fait. Du coup, la vraie question réside dans la différence entre la hiérarchie malveillante et la hiérarchie bienveillante, entre la hiérarchie égoïste et la hiérarchie altruiste. Outre le principe légitime d'égalité en droit, nous verrons que le principe d'égalité, qui sera étudié plus tard, de toute démocratie, consiste moins à égaliser par le bas, c'est l'égalitarisme, que de métamorphoser la malveillance égoïste des hiérarchies en bienveillance altruiste. Car que montre le réel? Toute vie sociale est hiérarchisée. L'administration, la police, l'armée, les entreprises, l'éducation, l'organisation politique, même les diplômes hiérarchisent. Toute relation humaine, par essence, s'avère une hiérarchie. Même entre deux personnes. La hiérarchie bienveillante est donc la véritable réponse naturelle à l'idée contre nature du marché du travail. Il y a 2 grands modèles de hiérarchie. Pour les petites unités, c'est le râteau. Il y a un manche, le chef, et puis des petites dents. Et pour les plus grosses, c'est la pyramide. Dans les 2 cas, il y a un chef d'orchestre, incarnant le principe d'unicité. Souvenez-vous, le 1 est le multiple chez Platon, et il n'y a pas de multiple
sans unicité. Le principe d'unicité organise le multiple, où les uns et les autres, selon leurs compétences, œuvrent en vue de réaliser une richesse commune, afin que chacun puisse en vivre matériellement, socialement et même et surtout émotionnellement. Le problème réside donc dans le fait que la très grande majorité hiérarchie s'avère malveillante. C'est-à-dire que chaque niveau se comporte égoïstement, selon la loi du plus fort, issue de cette pseudo-sélection naturelle, de la guerre de tous contre tous. Du coup, et c'est ça que je vais vous montrer par rapport, et que nous reprendrons avec le principe d'égalité dans la démocratie, c'est que le dominé, du coup, il revendique son droit à l'égalité, et qui est un droit illusoire envers le dominant. Et cette revendication, et ce sont toutes les manifestations, par exemple pour la retraite, hein, ce droit à l'égalité envers le dominant, qui pour moi est tout à fait illusoire, fait confusion avec le réel principe d'égalité pour tous, principe que j'expliquerai donc dans une autre vidéo. Je veux juste montrer ici que si le travail était organisé en hiérarchie bienveillante, donc conforme aux valeurs universelles du cœur, formant une réelle démocratie, hein, on revient toujours à la même problématique, il n'y aurait plus de revendication d'un simulacre de droit à l'égalité. Au vœu pieux de la Déclaration des droits de l'homme, il fallait ajouter les conditions nécessaires pour qu'il devienne réaliste. Il fallait au moins établir la loi de coopération au lieu d'installer la guerre de tous contre tous et consacrer la morsure de l'argent et de la propriété illimitée. La morsure de la spéculation illimitée et de la propriété illimitée. Et je voudrais quand même vous citer Nietzsche, qui avait parfaitement bien compris. On dit souvent, on attribue à Nietzsche qu'il n'était pas égalitariste, voilà, qu'il s'opposait au principe d'égalité parce qu'il développait le surhomme, la volonté de puissance. Bon, c'est pas du tout ça. Il avait donc bien compris cette question de la hiérarchie, tout en rejetant effectivement l'idée d'égalitarisme, c'est-à-dire d'égaliser par le bas. Hein. Je cite, « La hiérarchie s'est établie par la victoire, alors champ lexical de la guerre, la victoire, du plus fort. » Et il ajoute, « et l'impossibilité pour le plus fort, de se passer du plus faible. » Voyez, comme le plus faible du plus fort, bien sûr, voyez, don et accueil réciproque. Ce que nous verrons une autre fois. Vous voyez, c'est cette relation de don et d'accueil réciproque où le fort, le plus fort, dans certains domaines, qui sera le plus faible dans d'autres, hein, reconnaît son impossibilité de se passer du plus faible. Et le plus faible, au lieu de revendiquer, reconnaît l'impossibilité de se passer du plus fort, du plus sachant, du plus riche. Je reprends sa citation. « Car obéir est aussi bien une fonction de la conservation de soi que, pour l'être le plus fort, commander. » Donc, je trouve à sa manière, avec son langage un peu provocateur, hein, il montre bien cette réciprocité entre commander et obéir. Ou encore que, je cite, « L'homme est une pluralité de forces qui se situe dans une hiérarchie de telle sorte qu'il y en a qui commandent, mais que celles qui commandent doivent aussi fournir à celles qui obéissent tout ce qui sert à leur subsistance, si bien qu'elles-mêmes sont conditionnées par l'existence de ces dernières. » Voilà. Là, on a, en quelques lignes, très bien écrites, comme toujours, l'idée que je veux faire passer. C'est ça, la hiérarchie bienveillante. C'est exactement ce que Nietzsche a écrit. Et j'ai trouvé ceci dans le dictionnaire de Nietzsche aux éditions Ellipse,
les auteurs, c'est Céline Denat et Patrick Worting. Vous avez toujours les coordonnées dans le fichier PDF, les références dans le fichier PDF. Voilà, ça c'est... Voilà, il a vraiment parfaitement bien exposé ce qu'est une hiérarchie bienveillante. 1. Nous vivons tous en hiérarchie. 2. Elles sont plutôt malveillantes. Et pour qu'elles soient bienveillantes, il faut que les uns et les autres comprennent bien qu'on ne peut pas se passer des uns et des autres. Les forts, les faibles, les commandants, les obéissants. Et nous sommes tous à notre tour, soit à un moment donné commandant, soit à un moment donné obéissant. Et c'était ce que je viens de vous dire, mais il importe donc de bien réaliser que nous sommes tous à la fois commandants et obéissants selon les circonstances hiérarchiques. Je suis moi-même un petit patron, j'ai une petite entreprise familiale. Et donc je fais évidemment du management concerté. Mais quand je suis avec mon avocat et que je traite un de mes dossiers, c'est lui le patron. Et moi je suis l'obéissant, parce que c'est lui le sachant, bien évidemment. Donc vous voyez, on passe comme ça, à la fois on est tous chez nous, dans nos familles, dans une relation juste entre deux personnes. Il y a toujours dans une relation, à un moment donné, il y a le sachant et l'ignorant. Et puis, l'ignorant va devenir sachant, va répondre, et le sachant devient ignorant. Et c'est ainsi que on est dans l'écoute de l'un. L'un expose ce qu'il sait, il va être accueilli, et parce qu'il est accueilli, donc écouté, il va pouvoir répondre, et voilà. Et donc, voilà, entre deux personnes qui se parlent, dès l'instant qu'elles s'écoutent, on est dans une relation de hiérarchie bienveillante. Et vous êtes là, au cœur de l'amour. Alors, dans un autre chapitre, je traiterai la question du principe de la liberté, d'ailleurs liberté, égalité, fraternité, les trois principes de la démocratie. En avant-première, si je puis dire, je vais vous donner les trois critères qui fondent, je l'ai appelé la liberté coopérative. Mais ces trois principes sont valables pour n'importe quelle forme de liberté, même les libertés individuelles. Il y a donc trois principes pour que la liberté soit liberté et que, me semble-t-il, est trop confondue avec la notion de volonté. En fait, aujourd'hui, la liberté, c'est faire ce que je veux. Bon, faire ce que je veux limité par la loi, faire ce que je veux limité par la liberté d'autrui. Bon, ça c'était Sartre, je crois. Et donc, ça c'est de la volonté. Alors voilà les trois critères, vous allez mieux me comprendre. Le premier critère, c'est que la liberté, et donc de coopération, c'est le consentement de deux volontés, ou plus. Et je vais vous prendre deux exemples extrêmes. Un, le mariage, ou la vie commune. Donc deux personnes qui décident de vivre ensemble. L'autre exemple, c'est un peuple qui décide, donc qui réunit toutes les volontés individuelles pour en faire une souveraineté populaire et qui destitue son tyran. Voilà les deux exemples. Donc, premier critère, le consentement de deux volontés ou de plusieurs volontés. Deuxième critère, le fait que ce consentement engendre du nouveau, c'est-à-dire un nouveau champ de liberté, une nouvelle vie. Donc, mon couple se marie, les deux vies de l'un et de l'autre sont totalement modifiées pour une toute autre vie. C'est du nouveau. De la même manière, le peuple qui s'est soulevé contre son tyran va entrer dans un nouveau champ de liberté. Je ne dis pas que c'est gagné d'avance, parce que si vous regardez les printemps arabes, ça n'a peut-être pas donné ce qu'on espérait, nous, en Occident. Bon, mais en attendant, il y a eu un réel nouveau champ de liberté. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? D'ailleurs, le couple aussi. Qu'est-ce qu'il en fait de cet amour qui lui est tombé dessus, et qui a fait qu'ils ont décidé de partager leur vie ensemble? Et puis, des fois, 6 mois, 10 ans, 20 ans après, les choses changent. Donc, si vous voulez, ce nouveau champ de liberté, il faut aussi le nourrir. Il faut aussi, bien sûr, l'accompagner pour qu'il continue à devenir, à libérer de la vie.
Voyez. Et le troisième critère, il est très important, le fait que ce nouveau champ de liberté ne soit jamais néfaste à la vie. Donc ni la vie d'une manière générale, la vie dans son ensemble. Donc ni celle des hommes, bien sûr, mais ni celle de la planète et de tous les vivants qu'elle nourrit. Dès l'instant que je m'associe pour aller piller une banque ou pour aller brûler le champ de coton du voisin pour que je puisse vendre mon coton, je ne suis plus dans la liberté, parce que j'atteins la vie. Tout champ de liberté nouveau est favorable à la vie. Ce qui nous ramène au premier principe, la première règle de la morale vitale. Hein. Tout ce qui est faste et qui produit de la vie fait le bien, tout ce qui est néfaste et qui détruit la vie engendre du mal. Et je dis, le bien, il y a une valeur ontologique, du mal, il n'y en a pas. C'est donc le consentement entre commandant et obéissant qui crée des hiérarchies bienveillantes. Voilà le cœur de la thèse que je voulais vous montrer. Ainsi, sans hiérarchie bienveillante, le mal qui en découle, alors je pensais à Socrate quand j'écrivais ça, rongera, alors attends, je reprends, ainsi sans hiérarchie bienveillante, le mal qui en découle rongera la santé de l'humanité jusqu'à produire son autodestruction si celle-ci ne décide pas entre-temps de se conformer à la loi naturelle vitale de coopération où le fort tend la main au faible, le sachant à l'ignorant, le riche envers le pauvre, etc. Et donc je pensais à Socrate qui disait « Il n'y a pas d'hommes méchants, il n'y a que des hommes ignorants ». C'est parce que nous ignorons les conséquences de nos actes malveillants qu'effectivement nous ne serions plus ni méchants ni malveillants, nous ne poserions plus d'actes néfastes contre la vie si nous en connaissions les conséquences, notamment envers nous-mêmes. C'est ça l'idée de Socrate quand il dit « il n'y a pas d'hommes méchants, il n'y a que des ignorants ». Nous ignorons le mal que les hiérarchies malveillantes nous font. Et voilà pourquoi nous en sommes à un monde où effectivement, il est cruel, quoi. Voilà. Égoïste, individualiste. Donc à ce titre, il importe d'observer que toute l'organisation de l'univers matériel et spirituel aussi fonctionne à partir d'une organisation hiérarchisée. Le principe d'égalité, tel qu'il est compris en général, n'existe pas dans l'acte de création lui-même, qu'il soit divin ou pas, qu'importe. Nous naissons tous différents, tous insérés selon la pluralité de nos forces dans de multiples hiérarchies. Alors j'en arrive aux mesures, solutions, si je puis dire, que j'ai appelé partage de l'outil de travail. Donc son principe, seul l'esprit de coopération. Seul, je dis bien, l'esprit de coopération entre les hommes, et là, vous voyez, c'est toute la pensée de Proudhon, et surtout à la fin de sa vie. Seul l'esprit de coopération entre les hommes et les peuples, peuvent permettre de vivre ensemble dans la paix sociale, économique et politique. La coopération est la seule garantie contre toute forme de violence, y compris le va-t-en-guerre, bien sûr. Le contraire s'appelle compétition. Et là, je reprends un propos de Pierre de Coubertin qui dit, je cite, « Les sports ont fait fleurir toutes les qualités qui servent à la guerre. » Alors vous voyez là cette contradiction. En fait, ces qualités, elles peuvent servir à la paix, elles peuvent également servir à la guerre. Soit le sport collectif est vécu comme une belle coopération, où les valeurs universelles sont respectées, soit elle devient une guerre où tous les coups sont permis. On pense au dopage par exemple. Donc, 3 mesures principes que je propose, et qui sont dans l'air du temps, je vais dire. Toute entreprise, quel que soit son objet social, de plus, alors j'ai pris 2000 employés, 2000, c'est quand même beaucoup, on pourrait faire 1000, on pourrait faire 500, enfin 2000 par exemple, distribuera la moitié de ses actions aux employés et aux cadres. Là, il faut un vrai choc sur le monde du travail. Ces actions salariées seront attachées au poste de travail et non à l'employé lui-même, lequel peut changer. Dans le cas d'une démission ou d'un renvoi, ces actions reviendront au suivant ou seront redistribuées si le poste était supprimé. Vous voyez, le fondement
Moi, je dis qu'il arrive à un moment donné. Et puis ensuite, il faut que ça se généralise, si vous voulez. Bon, quand on est une petite entreprise de 3-4 employés, le problème n'est pas là d'ailleurs. Hein. Le problème, il est quand on est dans du 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000, 200 000. Voilà. Là, il faut vraiment qu'il y ait vraiment un 50-50 pour pouvoir, si vous voulez, remonter le pouvoir d'achat, équilibrer, pardon, le pouvoir d'achat. Donc, évidemment, la deuxième mesure, c'est que la moitié des bénéfices annuels, ce que Proudhon appelait l'aubaine, sera donc distribuée aux employés et aux cadres. L'autre moitié sera réservée aux patrons, aux cadres supérieurs et aux divers dirigeants selon la taille de l'entreprise. Ainsi, le pouvoir d'achat sera réparti équitablement selon la valeur du travail, des études et du service rendu à l'entreprise et plus généralement à la société. Troisièmement, un ou plusieurs délégués des employés représentant la moitié du capital participeront aux décisions d'orientation ou au conseil d'administration. Aucune décision mettant en cause la pérennité de l'entreprise ne pourra être votée sans l'accord des employés. Bon, voilà ce que j'appellerais le capitalisme coopératif. C'est simple. Hein, voilà. Évidemment, ça fait un choc, j'imagine. En tous les cas, le capitalisme en lui-même n'est pas mauvais, il est ni bon ni mauvais, hein, il est comme la science, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on lui met comme épithète? Eh bien, si vous lui mettez coopératif dans ce sens-là, ça devient un oxymore qui allie les deux mondes en nous. Hein. Le monde capitaliste, c'est d'ailleurs le côté matériel, notre relation hiérarchisée, bienveillante, c'est du capitalisme, hein, on fait des échanges. Eh bien, on prend disons, un épithète qui généralise le monde de l'esprit, le monde émotionnel, le monde du cœur, qui est la coopération. La nature travaille dans la coopération et que la coopération, hein, eh bien, nous pourrions travailler dans un capitalisme coopératif. Je vous cite pour finir 3 mesures de Gaël Giraud, que j'aime beaucoup, donc un économiste que vous connaissez certainement. Premièrement, il dit « Réguler les règles internationales de la libre concurrence entre les entreprises, afin que les moins vertueux, au sens écologique, cessent d'être plus concurrentiels face aux entreprises qui souhaiteraient se lancer dans une économie verte. » Donc déjà, vous voyez, on n'est pas loin de l'illusoire, là, on est loin d'y être, on n'est pas rendu, hein, mais enfin, c'est ce qu'il préconise. Deuxièmement, renouer une coopération. Vous retrouvez la coopération intelligente, ajoute-t-il, entre un État stratège et les grandes entreprises industrielles. Parce qu'il dit que dans le passé, toutes les grandes avancées industrielles ont nécessité des financements publics, alors que le libéralisme prône le désengagement systématique de l'État. Et troisième mesure qu'il estime très importante, c'est changer le statut de l'entreprise dans le Code civil français, de manière à libérer les entreprises du diktat, du court-termisme imposé par les actionnaires. Donc il dit même d'aller changer le Code civil pour que les entreprises ne soient plus... Puisqu'aujourd'hui, une entreprise qui a 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000 employés, s'il ne distribue pas 10% ou 15% aux actionnaires, il va aller emprunter de l'argent pour payer les dividendes, au lieu d'emprunter de l'argent pour investir. On en est là. Donc je vous fais une brève conclusion générale face à ces 3 piliers, puisque nous avons fait la propriété, la spéculation et la libre concurrence illimitée. Toute société civilisée, toute réelle démocratie, tout régime politique bienveillant devra imposer dans sa constitution la propriété limitée, la prohibition de la spéculation et la loi de coopération avec son cortège de hiérarchie bienveillante. Je vous avoue que je ne vois pas de mesures résistantes au monde d'avant pour un monde d'après. J'avoue que je ne comprends pas bien comment se fait-il que personne
n'ose s'attaquer à la question de la propriété, à la question de la spéculation et à la question du marché du travail, qui est une honte. Et je vous rappelle que nous n'avons plus le droit, ni surtout le temps, de l'ignorer. Le prochain chapitre concerne l'altruisme, puisqu'effectivement, j'essaye de montrer, de passer d'une idéologie égoïste à une idéologie altruiste. Je vous remercie pour votre patience.